Écoutez, il y a quelque chose d'étonnant quand même, une petite information que nous a donné notre ami Philippe Pascot, d'ailleurs on va l'entendre tout de suite. Il y a un seul département, dit Philippe Pascot. Philippe Pascot, je rappelle, écrivain, journaliste, qui a écrit des best-sellers, beaucoup de best-sellers, notamment pour parler le premier du mensonge d'État, et en ce moment le mensonge d'État. Oh, ça marche pas si mal que ça, Philippe Pascot. Ah oui, bonjour Philippe. Bien. Bonjour André. Ouais. Mensonge d'État avec un S d'ailleurs. Oui, avec un S, bien sûr. Et ça, parce qu'il y en a un paquet, et pas depuis hier, oui. Alors, non. je rappelle les faits et dites-moi, j'ai pensé, je me dis, c'est pas possible, Philippe Pascot, il s'est trompé, c'est pas possible. Un seul département dont l'INSEE, je parle l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, le très célèbre INSEE, c'est une institution, eh bien, il n'arrive pas à établir de chiffres quant à l'évolution périodique du nombre de morts du Covid-19, et ce depuis le 11 mars 2020. Mais qu'est-ce qui se passe, Philippe? Explique-moi. Je sais pas, c'est ballot, quoi. Il y a un seul département, et en particulier une seule ville, Marseille, où l'INSEE, qui est pourtant un organisme d'État rigoureux, etc., et ben, c'est le seul département dont il n'arrive pas à faire l'évaluation du nombre de morts du Covid-19. C'est bien. Et quand je regarde, je m'aperçois que c'est là où est le docteur Raoult. C'est vachement bizarre. Ah mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est vrai qu'il y a un certain Didier Raoult avec ça, son hexachlorophine qui est là. Hein. Exactement, le truc qui soigne tout le monde justement. Les gens qui l'hydroxychlorophine avec l'azithromycine, voilà. Oui. Et chloroquine. Bizarrement à Marseille, ils ont un problème informatique. Et à cause de ce problème informatique, ils ne peuvent pas donner à la France, au peuple, l'information sur le nombre de morts qu'il y a à Marseille à cause du Covid. C'est vachement bizarre. Moi, je trouve ça ballot. À l'heure où on nous parle de la dématérialisation, où on peut tout gérer par ordinateur, il y a un seul endroit qui ne marche pas depuis le 11 mars, c'est Marseille. Et ça continue encore aujourd'hui, d'après ce que vous savez, vous savez si ça continue au 4 avril, l'INSEE lui-même, c'est pas moi qui le dis, déclare qu'elle donne tous les chiffres hors Bouches-du-Rhône en raison d'un problème de transmission des données à Marseille. C'est bizarre. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant à l'heure. C'est inadmissible, André. C'est pas intéressant. À l'heure actuelle, avec la façon dont est gérée cette crise, c'est inadmissible qu'on ne puisse pas avoir ces informations. Et ça renforce le fait que quelque part, c'est pas le gouvernement qui commande, c'est des lobbies. Oui, c'est très bizarre, mais je vais vous dire une chose, Philippe, juste pour ajouter aux informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure où on parle, Philippe, et tous les auditeurs de Sud Radio, l'hydroxychloroquine tourne désormais à plein régime aux USA. Même les États démocrates qui étaient réticents au départ parce que Trump avait vanté ce médicament, ils disaient « Ah, ce salaud de Trump, non, on le fera pas. » Eh bien, ça y est, les États démocrates le font. Mais je voudrais rappeler, Philippe, juste pour parler des lobbies, il y a eu un tweetos qui m'a envoyé ceci. Les médocs élus pour laisser du traitement, vous savez, à Discovery. Remdesivir, vous savez, c'est la laboratoire Gilead, c'est 400 € la boîte. Lopinavir, Ritonavir, 185 € la boîte. Interféron bêta, 185 € la boîte. L'eau de 4 seringues d'injectables, 700 € les 2 boîtes. Et enfin, l'hydroxychloroquine, 4 € la boîte. C'est ça. Vous touchez le fond du problème. En fin de compte, c'est encore une histoire de pognon. C'est encore une histoire de profit. Et malheureusement, notre gouvernement est mal conseillé. Quand vous voyez qu'ils autorisent le traitement avec l'hydrochloroquine pour les gens qui sont mourants. Donc ça ne sert à rien. Et en plus, uniquement dans les hôpitaux. Et comme ils s'étaient aperçus que le premier décret qu'ils passaient donnait trop de liberté pour distribuer, ils en ont fait un autre le lendemain pour rectifier le tir. Non, attention, ce n'est que dans les hôpitaux et c'est que pour les gens qui sont en train de mourir. C'est une honte manifeste. Ce qui ne veut rien dire, évidemment, ça n'a pas de sens. Non, ça ne veut rien dire. Mais si, ça veut dire qu'à partir du moment où vous donnez un médicament à des gens qui sont en train de mourir, s'ils meurent, vous dites que le médicament ne marche pas. Et ça renforce on aura beau jeu de dire ça ne marche pas. Bien sûr. C'est une honte. Écoutez, on va suivre. Et je voudrais rappeler ici que par un décret du 23 mars qui avait été publié le 24, il n'était pas question d'utiliser de l'hydroxychloroquine. Et puis 2 jours après, par un décret du 25 mars publié dans le journal officiel du 26, d'un seul coup, il était tout à fait question d'utiliser l'hydroxychloroquine à condition que ce soit dans un établissement public hospitalier. Mais ceci pouvait être généralisé, y compris pour les personnes ensuite rapatriées à domicile qui pouvaient continuer le traitement. Et puis j'ajoute qu'il y a eu un nouveau contre-ordre ou une nouvelle précision par le décret du 26 mars, le lendemain publié le 27, donc ça fait quand même
3 décrets en 3 jours, ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Et là, d'un seul coup, ça a été le deuxième décret avait contredit le premier, le troisième contredit partiellement le deuxième, en réservant l'utilisation de l'hydroxychloroquine aux seuls cas graves, les cas les plus graves. Ce qui a fait bondir une grande partie des partisans de l'hydroxychloroquine, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, ce que disent tous ces professeurs et tous ces médecins, et pas seulement le professeur Raoult, c'est qu'il faut administrer ce cocktail de médicaments le plus tôt possible pour faire baisser la charge virale. Puisque une fois que si malheureusement la maladie se déclare et que notamment elle attaque les poumons, à ce moment-là, c'est plus vraiment le problème n'est plus vraiment le virus, le problème c'est la maladie du poumon elle-même, et à ce moment-là, le médicament ne joue plus ses effets. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a été soudain décidé de limiter l'utilisation de ce cocktail de médicaments à la phase la plus grave, la plus sévère de la maladie, alors même que ces inventeurs disent que c'est justement pas ce qu'il faut faire, il faut au contraire l'administrer le plus tôt possible. Moi, j'aimerais que l'on m'explique, j'aimerais que les critiques notamment de ce traitement m'expliquent pourquoi est-ce qu'il a été décidé de faire cela. Avant de conclure, je voudrais en arriver, je l'ai annoncé tout à l'heure, je voudrais revenir sur un point qui me paraît fondamental. C'est que moi, j'ai regardé très précisément ces décrets. Or, ce décret, le décret notamment du 25 mars publié le 26, dit très exactement ceci. L'hydroxychloroquine et l'association lopinavir-ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19. Alors, moi, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup. C'est que les critiques féroces de l'hydroxychloroquine et accessoirement du professeur Raoult ne s'intéressent pas à l'autre cocktail qui est proposé dans le décret, qui est le cocktail lopinavir-ritonavir. De la même façon qu'ils ne s'intéressent pas au fait que dans le protocole de l'expérimentation Discovery, il est question d'un autre antirétroviral dont je parlerai dans un instant, et il ne s'y intéresse pas. Pourquoi ? Parce que moi je suis tout à fait d'accord pour que l'on se préoccupe des résultats, des effets de l'hydroxychloroquine, qu'on soit extrêmement suspicieux et qu'on soit très suspicieux notamment aussi des effets indésirables. Je suis d'accord sous les réserves que j'ai dites tout à l'heure, et qui est le nombre de morts. Mais il faudrait s'intéresser aussi aux autres. Il se trouve que l'on a appris le 24 mars, il y a 5 jours, que les Chinois, encore eux, d'ailleurs saluons au passage le fait que la médecine chinoise est de plus en plus en pointe, puisque ce sont eux, les Chinois, qui produisent les études dont s'inspire ensuite le reste du monde, et notamment du monde occidental. Le 24 mars, les Chinois ont publié le premier essai randomisé, comme on dit, c'est-à-dire au hasard, conforme donc à toutes les méthodologies nécessaires, qui a évalué le lopinavir et le ritonavir, donc cette association de ces antirétroviraux. En fait, ce sont des médicaments qui sont utilisés contre le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, c'est-à-dire contre le sida. Donc, ils ont fait une étude randomisée, donc selon les règles de l'art, chez 199 patients ayant une forme grave de l'infection Covid-19. Voilà ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont conclu ? Et je renvoie, vous pouvez trouver ça sur Internet, notamment sur le quotidien du médecin. Ils ont conclu que ce premier essai était tout à fait décevant pour ce cocktail lopinavir-ritonavir. Ils ont dit, je les cite, qu'il n'y a eu aucune différence significative qui soit apparue pour ce qui est de la mortalité à 28 jours, 19,2% dans le groupe traité, 25% dans le groupe témoin, ni dans le pourcentage de patients ayant de l'ARN détectable à différentes étapes. En revanche, ils ont noté des événements indésirables digestifs plus fréquents dans le groupe lopinavir et ritonavir. Donc pourquoi
est-ce que les critiques féroces de l'hydroxychloroquine ne s'intéressent pas au fait que le décret du gouvernement met sur le même plan l'utilisation de l'hydroxychloroquine, dont pour l'instant je n'ai vu aucune étude qui ait montré que ça pouvait avoir des effets indésirables vraiment sévères. Moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le meilleur des cas, on dit ça n'a pas beaucoup d'effets, et dans le meilleur des cas, on dit ça a un effet extraordinaire, ça a guéri pratiquement tout le monde. Plus exactement, ça fait baisser la charge virale de tous ceux à qui c'est administré. À l'IHU de Marseille, ils disent qu'ils ont un taux de décès qui est tombé à 0,14%. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, il semble qu'actuellement, quand on s'intéresse de près aux résultats de l'hydroxychloroquine, la vérité doit se trouver quelque part entre aucun effet et le fait qu'on soigne presque 90% des gens. En tout cas, je n'ai pas vu d'étude qui ait montré que ça ait des effets négatifs. Alors que je vois que l'étude dont on dispose sur le cocktail lopinavir, ritonavir, montre des effets indésirables et montre aucun effet au global. Je voudrais à ce propos insister et attirer l'attention des gens qui m'écoutent, et je voudrais attirer l'attention aussi de tous les gens qui investiguent sur Internet pour qu'ils s'intéressent pas seulement à l'hydroxychloroquine et au professeur Raoult, mais qu'ils s'intéressent aussi au ritonavir, au lopinavir. C'est fabriqué par qui ? C'est fabriqué par le laboratoire américain Abbott. Le coût en est astronomique. Une boîte d'hydroxychloroquine, je crois qu'il faut compter, je crois que c'est 10 centimes le comprimé. Et il faut compter une quinzaine d'euros, semble-t-il, la boîte. Je crois savoir que les antirétroviraux, le coût de la boîte, c'est plutôt 800 à 1000 euros. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Dans un cas, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament connu depuis 71 ans, dont les effets secondaires sont extrêmement connus, et qui est un médicament qui ne coûte pas grand-chose et qui ne rapporte à peu près rien. Dans l'autre cas, on a des médicaments qui rapportent des sommes considérables au laboratoire. Cet appel est lancé au président de la République et à son ministre de la Santé. Membre de la fondation de l'IHU de Marseille, j'ai pris connaissance des derniers résultats des essais cliniques effectués par le professeur Raoult et son équipe, qui montrent que l'association médicamenteuse de 600 mg d'hydrochloroquine et de 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours diminue considérablement la charge virale des patients et donc leur contagiosité. Cet appel est lancé, Monsieur le Président, pour que vous permettiez à tous les médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement aux malades atteints de Covid-19 symptomatiques, sachant que plus tôt le traitement sera donné, plus il sera efficace, et de ne pas le réserver, comme jusqu'à maintenant, aux patients qui ont des formes sévères ou pires, en état de détresse respiratoire aiguë, où on le sait, il est souvent trop tard. J'invite tous les Français à ne pas s'automédiquer et à demander à leur médecin, hospitalier ou libéral, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement, après, éventuellement, un électrocardiogramme. Je fais cet appel parce que nous n'avons pas le temps d'attendre des essais cliniques qui seraient parfaits, certes, mais qui arriveraient beaucoup trop tard pour beaucoup trop de malades. La question est simple. L'espérance peut-elle disparaître? La réponse est non, parce que nous avons un devoir de résistance. Oui, nous gagnerons ce combat.